Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix de pionnier. Donc pour celles et ceux qui viendraient pour la première fois, Voix de pionnier est un rendez-vous mensuel euh, qui donne la voix à un dirigeant, une dirigeante qui questionne son modèle économique, travaille son offre, expérimente de nouvelles manières de faire. Et donc on est là aussi pour lui donner la voix et vous montrer des alternatives, des nouvelles manières de faire dans son entreprise, qui s'appuient souvent sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération, mais pas que. Donc voilà, voyez-le comme une visite apprenante à distance, avec la possibilité de poser un maximum de questions. Donc je suis Sébastien Graal, je travaille chez ADI Nouvelle-Aquitaine et j'anime une mission de déploiement et d'animation de l'économie de la fonctionnalité de la coopération en Nouvelle-Aquitaine. Et donc j'animerai aujourd'hui avec mon collègue Nicolas Frango du CIRID, euh, qui lui est basé à Saint-Étienne et qui lui fait la même mission d'animation en Auvergne-Rhône-Alpes autour de l'EFC. Et on a le grand plaisir de pouvoir faire témoigner Mathias Demaître. Euh, Bonjour. donc Mathias, qui est le directeur commercial de l'entreprise Adam, Adam qui est une entreprise basée à Sainte-Hélène en Gironde, au nord de Bordeaux. Et euh, Adam, qui est une entreprise qui a été fondée en 1880 et qui conçoit, fabrique et propose à ses clients des caisses de transport en bois pour diverses applications, avec quand même une spécialité depuis les années 50, si je ne me trompe pas, Mathias, dans le transport des vins et spiritueux. C'est ça, après-guerre. C'est ça, exactement. On va vous faire le récit de cette entreprise Adam qui, depuis les années 90, a beaucoup travaillé à de nombreux chantiers sur la relocalisation de sa production, sur la réduction de ses impacts environnementaux, sur l'amélioration des conditions de travail, sur tout un tas de choses, de chantiers qui ont été menés, donc qui ne cessent en perpétuelle évolution jusqu'à l'année dernière où Mathias a participé à notre parcours d'accompagnement de dirigeants à l'EFC. Il vient d'en sortir, ils sont terminés en janvier. Et donc, on verra aussi comment ça poursuit, ça complète, ça enrichit les réflexions qui avaient déjà été menées. Voilà. Donc, j'arrête le partage ici, puisque l'idée, c'est de laisser la place à Mathias et on va pouvoir commenter. Donc, Mathias, pour une première question, il y a une historique assez riche de l'entreprise, parmi les dates qu'on avait évoquées lors de la préparation de ce témoignage-là, euh, il semblait avoir un pivot un peu structurant autour de l'année 2009. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Peut-être en revenant d'abord un tout petit peu Oui, sur les années 90, puis en arrivant justement à cette fameuse date, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. ouais, tout à fait. Bonjour, enchanté, bonjour à tous. Donc, en effet, Adam, c'est quand même une vieille entreprise qui a 150 ans d'histoire. Les dirigeants actuels, c'est pas moi, hein, puisqu'on disait parcours de dirigeant. Moi, je suis directeur commercial, je fais partie du CODIR, mais les dirigeants actuels sont Jean-Charles Rine et Hélène Rine. C'est eux quand même qui impulsent effectivement beaucoup de choses et nous derrière on aime pousser dans le même sens. Donc 150 ans d'histoire, il faut se dire que dans les années 90, quand Jean-Charles a racheté avec un associé, c'était l'époque de l'outsourcing total, avec beaucoup de choses qui venaient d'Asie. Donc tout ça, c'était le modèle économique au moment de la reprise d'Adam, qui ne convenait pas complètement à l'état d'esprit, mais qui était ce qu'il fallait faire pour que l'entreprise tourne. On parlait donc, je ne vais pas refaire toute l'histoire, on parlait de 2009. 2009, ça a été le moment où vraiment Jean-Charles a repris complètement les rênes de l'entreprise et a fait un choix fort, un choix qui finalement, en pleine crise économique de 2008-2009, le choix finalement de relocaliser toute la production, de fermer les bureaux de prod qui étaient à l'étranger pour essayer de recentrer vraiment la volonté initiale, c'était de dire il faut rendre euh, tout le collectif, redonner au collectif de la force et donc vraiment recentrer la production et la relocaliser. Ce qui est
quand même un pari assez osé pour une entreprise qui n'est pas dans qui n'était pas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, qui était plutôt un peu plus fragile. Et finalement, ça a donné de très beaux résultats puisque dès l'année suivante, il y a eu un gain de productivité. Pas que Adam soit devenu d'un coup hyper riche, mais en tout cas, ça s'est ressenti. Ça a recentré, la mobilisation s'est ressentie très fortement autour de la productivité. Donc, c'était la manière de dire, OK, en fait, si on recentre l'entreprise autour de démarches sociales, aujourd'hui on appelle ça la RSE, mais à l'époque c'était vraiment dire, bon voilà, notre vecteur numéro un, c'est de dire le social avant tout. Et ben, c'est une manière de piloter stratégiquement son entreprise. Le reste est arrivé plus tard, mais en tout cas, ça c'était rassurant et ça donnait envie d'aller plus loin. On t'entend pas, Seb. Sébastien, t'as coupé sur le micro. Oui, donc merci. Donc oui, effectivement, donc, il y a eu ce premier travail-là. Et après, donc, il y a eu aussi des réflexions sur le sujet de l'impact, des enjeux environnementaux, avec une sorte de tiraillement, parfois des situations de dissonance. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus? Ouais. Oui, bah, il y a toujours cette volonté, toujours d'ailleurs en interne, hein, on va dire, la femme de Jean-Charles qui est la coactionnaire et responsable de l'amélioration continue. Et nous, l'amélioration continue, c'est vraiment l'ADN, puisqu'en fait, en permanence, c'est de la remise en question sur tous ces sujets-là, que ce soit des sujets sociaux, environnementaux, des sujets d'utilité. C'est pas toujours évident parce que quand tu parles de tiraillement, bah, il faut faire des choix aussi économiques. Donc aujourd'hui, on a une entreprise, on a environ 60 salariés, euh, on fait 11 millions de chiffre d'affaires. Donc, enfin, il y a quand même. L'idée pour nous, c'est pas de faire de la croissance. Clairement, ça peut paraître bizarre, mais nous, notre intérêt, c'est de maintenir cette entreprise dans un bon état économique et de maintenir les emplois. Mais pour ce faire, c'est vrai que dans les dernières années, on a premiumisé notre offre. Donc, premiumiser, ça veut dire moins d'utilisation de matière, des coffrets, des caisses plus belles, mais forcément avec une clientèle très luxe, très exigeante, et donc un questionnement sur l'utilité. C'est super, on utilise mieux le bois, on en fait un peu moins, mais par contre, on travaille quand même pour l'industrie des vins et spiritueux, mais pour la partie un peu luxe et premium. Donc dans certains cas, nous, on se questionne, on se dit, est-ce que ça a vraiment du sens de faire du packaging de luxe pour les grands groupes? Donc oui, dans un sens, parce que finalement, on fait tourner une entreprise et c'est très bien. Mais c'est une question qui est sous-jacente depuis de nombreuses années et qui est en train vraiment d'émerger vers des choses un peu plus, des virages qui vont se mettre en place, ça c'est sûr. Je finis juste sur le fait que euh, Jean-Charles et Anne n'ont jamais voulu être labellisés, ça n'a jamais été le vecteur de la démarche, la démarche sociale puis environnementale qui est arrivée, hein, puisque maintenant, nous, on ne source nos bois qu'à 400 km autour de l'entreprise. Donc, c'est que des bois, on va dire, locaux, que des bois qui sont certifiés PEFC. Donc, en fait, toute cette démarche, il fallait voir si on était bien en alignement. Donc, on a quand même, on s'est mis sous le label de l'AFNOR AFAC 26000, pas pour avoir un label, c'était clairement pour aller voir, encore une fois, ce qui n'allait pas. Donc, bon, il se trouve que la première labellisation s'est plutôt très bien passée, on a eu une très bonne note. Et aujourd'hui, c'est un label qui est reconnu et on est au niveau exemplaire, au niveau RSE. Mais encore, voilà, une fois pour représenter Adam, c'est vraiment cette démarche de toujours chercher à se remettre en question, essayer de faire mieux. Évidemment, en mettant pas tout par terre, parce qu'on a quand même la responsabilité d'une entreprise qui est ancrée sur son territoire et qui fait vivre des salariés et qui, par effet de conséquence, en amont de la chaîne, fait vivre aussi d'autres industries. Mm. Ouais. Oui, donc finalement, la question que vous posez, c'était aussi vis-à-vis de l'utilité des usages des produits Tout à du fait. fait, du fait de la premiumisation. Donc ça, c'était une question qui est arrivée assez tôt, qui est plutôt récente finalement. Ou... Oh, ben, c'est arrivé, je pense, dès le virage sur le côté social environnemental à partir de 2009. Petit à petit, ça a commencé à faire TikTok dans la tête parce que c'était la grande époque marketing où chaque bouteille de whisky avait un coffret en bois jetable. Et ça, c'est extrêmement questionnable. Nous, on n'en fait plus ou presque plus, de moins en moins. On essaye que
si un coffret doit être fait, on espère qu'il est tellement bien fait qu'il ne sera pas jeté. Et après, on peut quand même dire que pour des vins et spiritueux, quand la notion de protection et de regroupement des bouteilles au sein d'une caisse qui va rester 25 ou 30 ans dans une cave, là, la question, elle est plutôt… Enfin, ça va dans le bon sens. On n'a pas de souci là-dessus. C'est plutôt quand on est là juste pour survaloriser le produit à travers l'utilisation d'un packaging en bois. Surtout quand ces dernières années, on voit énormément de propriétés qui vont suremballer nos caisses. C'est-à-dire nos caisses deviennent un produit à part entière et les gens disent « Ah, ben, on aimerait bien les suremballer ». Heureusement, on est en train de faire un peu machine arrière là-dessus. Et on pousse un peu sur ce sujet-là à dire il faut que la caisse en bois reste sur sa fonction première de protection, même si elle est très belle ou quoi. Mais de remettre un suremballage en carton, ça ne va pas. Donc, oui, donc nous, la question d'utilité, elle est clairement en train de se poser depuis 3-4 ans de manière très forte, avec quand même des sujets et une envie aussi d'aller peut-être faire mieux avec cette ressource bois, qui est une ressource quand même qui est quand même comment dire, en souffrance en termes d'impact écologique. C'est quand même pas. On imagine bien que dans 20 ou 30 ans, les forêts ne seront pas les mêmes et qu'il y aura un jour peut-être des conflits d'usage autour de la matière bois. Et entre faire un packaging pour un grand champagne ou un grand vin ou faire des objets utiles ou une charpente de maison, forcément, il y aura des conflits d'usage. Donc, nous, on veut anticiper ça aussi. Mhm. Et donc ce travail donc de premiumisation, enfin donc cette évolution donc de premiumisation, de concentration sur plutôt des clients haut de gamme, donc ça a permis effectivement de continuer à proposer ces caisses en bois avec en plus un très haut niveau de conception. Il y a un bureau R&D dans l'entreprise, donc et c'est assez impressionnant à voir. Et donc c'est intéressant quand on discute avec les dirigeants de dire, ben, OK, la logique de volume dans laquelle vous êtes pris fait que pour pouvoir développer votre entreprise, il faut développer le nombre, enfin, il faut augmenter le nombre de produits vendus, donc le nombre de produits fabriqués. Finalement, cette prémonisation vous a permis aussi de continuer à développer l'entreprise déjà en réduisant aussi les volumes. Peut-être que tu peux nous parler de ces enjeux aussi économiques que ça a impliqué, des impacts que ça a eu. Oui, oui, ce que tu dis, c'est, alors j'ai pas le chiffre exact en tête, mais il y a une dizaine d'années, on était plutôt proche des 2 millions de produits, 2 millions d'unités fabriquées. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 850 000, tout produit confondu. Donc en Ouais. fait, mais pour un chiffre d'affaires bien supérieur. Parce que la premiumisation, parce que, comme tu dis, ce bureau design et développement, l'idée, il faut le replacer. L'idée, c'est pas juste dire, ah, tiens, je te fais un truc en bois et je te le vends plus cher. Non, c'est de dire, plutôt que d'avoir un objet, je fabrique une caisse et puis on verra bien comment on la vend, on verra bien ce qu'on met dedans. Non, grâce au bureau design et développement, nous, on est capable de dire, OK, vous avez une certaine bouteille, un certain produit, on va partir du produit, concevoir la caisse pour regrouper. C'est du sur-mesure, on part vraiment du besoin du client, on fait du sur-mesure avec la quantité exacte. Donc tout ça, évidemment, ça premiumise, mais ça nous évite de faire des caisses qu'on faisait autrefois, on en parlait, hein, les toutes petites caisses toutes bêtes que vous voyez en grande surface lors des foires au vin, qui sont malheureusement faites à 90% pour les vins de Bordeaux avec du bois espagnol, c'est-à-dire à 1200 km d'ici. On est persuadé qu'à Bordeaux, avec la forêt des Landes de Gascogne, c'est le premier bois qui est utilisé. Malheureusement, c'est faux. Et ces petits prix qui sont faits avec un bois qui vient de loin, nous, on est en train complètement d'arrêter ça. Ça nous permet d'avoir un sourcing plus local. Et puis, ça nous permet aussi d'utiliser un peu moins de matière et d'essayer de faire, on va dire, des caisses et des coffrets qui vont vivre le plus longtemps possible. Donc oui, il y a quand même ça pousse forcément ces questions sociales, économiques, ça pousse aussi dans les retranchements environnementaux de savoir comment on utilise la matière. Et on en a beaucoup parlé ensemble, mais nous, comment dire, des credos du moment, c'est vraiment d'essayer bêtement de relocaliser un petit peu notre appro-bois, puisqu'en fait, l'industrie du bois dans les Landes de Gascogne, elle a quand même largement baissé ces 30 dernières années. Et on a une responsabilité, nous, territoriale, d'essayer de relocaliser un petit peu à travers notre activité l'utilisation
cette ressource. Donc, ça n'enlève pas les questions d'usage, évidemment. Nous, on se pose des questions sur est-ce qu'on fera toujours des caisses ou pas. Mais en tout cas, déjà, dans notre secteur d'activité, et j'en parlerai peut-être plus tard, mais on a un très bel exemple avec une propriété, relocaliser, ça paraît tout bête, hein, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est dans la RSE et les grands sujets, juste relocaliser. Voilà. Et je redonne ce chiffre qui, moi, me fait toujours tomber par terre. 90% du bois qui sert pour faire les caisses à vin de Bordeaux vient de 1200 km de Galice, alors qu'à 100 km, on a la plus grande forêt cultivée d'Europe. Donc ça va pas. Ça, pour moi, c'est un des trucs qu'on marche sur la tête. Donc c'est vraiment le truc que nous, aujourd'hui, on a envie de pousser. Et ça passe par quoi, ça, du coup? Ça passe par proposer à nos clients de faire un peu machine arrière, hein, ça peut être rigolo. Nous, en manière très transparente, c'est nous qui avons proposé une essence qui vient du Pays basque espagnol, enfin que nous, on source du Pays basque espagnol, mais que beaucoup de nos confrères font venir de Nouvelle-Zélande, qui s'appelle le pain radiata. Et c'est vrai que dans les années 2000, c'est un peu Adam qui a proposé ça au Grand Cru classé. Donc c'est devenu un peu la mode, ce qu'on appelle un bois tout blanc, sans nœuds, parfait. Enfin, parfait, dans une perception parfaite de l'époque. Aujourd'hui, on essaye de proposer à nos clients de faire un peu machine arrière dans cette vision-là et de dire on peut peut-être reprendre du pain maritime qui est peut-être avec des couleurs un peu plus marquées. Et la deuxième étape pour nous, c'est de dire est-ce qu'on est vraiment obligé d'utiliser du bois sans nœud. Nous, on se dit il faut aussi faire accepter à nos clients. Mais le problème, c'est que les clients de nos clients sont au bout du monde et c'est plus long à faire accepter. Mais accepter aussi du bois avec certains défauts, entre guillemets. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour certains clients, vous faites du découpage et recollage pour éviter les nœuds, c'est ça? Oui, tout à fait. On a 2 scieries partenaires, une en Lot-et-Garonne pour le pain maritime et une au Pays basque espagnol pour le pain radiata. Ces 2 scieries qui sont partenaires d'Adam. Et elles sont spécialisées dans justement le panneau latte-collé. Hein, c'est pour vous faire exemple, c'est un peu vos plans de travail. Hein, c'est ce qu'on voit, c'est des petites lattes qui sont associées les unes aux autres. Pardon. Et ça permet en fait d'enlever tous les nœuds. Donc Ouais. c'est bien, mais finalement, c'est une habitude qu'on essaye de faire un peu perdre pour mieux utiliser la matière bois. Seb, on a deux petites questions. Du coup, Oui. une première qui fait un petit peu le lien avec ce qu'on a commencé à évoquer sur le cycle de vie, plutôt du produit, puis une deuxième sur comment est-ce que vous travaillez avec les fournisseurs de bois. Donc ça, je pense qu'on va y venir au fur et à mesure du Mhm. témoignage. Mais la première, c'est du coup sur les coffrets, vu qu'ils sont plus considérés comme jetables. En tout cas, Adam essaye de faire en sorte que les clients le considèrent plus de cette manière. Est-ce que vous avez une visibilité du coup sur quelle est leur fin de vie, leur usage en fin de vie? Et ça me fait penser à quand on a préparé le témoignage aussi, le bureau d'études et cette posture aussi de conseil, d'accompagnement, de questionner les besoins pour faire prendre conscience de la valeur aussi du produit à vos clients. Donc, je vois un petit peu un lien d'accompagnement aussi du client. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit mot sur cette éco-conception, cycle Oui. de vie, accompagnement, etc. Sur la première partie de la question, pour nous, c'est assez difficile. Évidemment, nos clients qui sont les vignobles bordelais, les vignobles un peu champenois, bon, eux exportent 90% de leur vin. Donc, en fait, nos caisses partent très loin. Donc, avec nos clients, on essaye toujours de donner des options d'éco-conception. On va toujours essayer de trouver la meilleure solution. Bon, alors, on n'est pas des ayatollahs, hein, c'est-à-dire que si certains clients veulent un fermoir en métal plutôt qu'un fermoir en cuir, on va pas se voilà. Il y a des choses qu'on a tendance de plus en plus à refuser quand quand il y a trop de quincaillerie. Bon, voilà. Ça, c'est notre bureau de design développement qui a vraiment cette vision d'éco-conception avec une capacité de faire on a un calcul, Caroline, notre responsable design, est capable de calculer des ACV pour comparer, en fait, des analyses de cycle de vie pour comparer selon 18 critères l'impact d'un produit par rapport à un produit existant. Donc, ça permet factuellement de dire, voilà, ça c'est mieux ou pas. Voilà, souvent, nous, on est en concurrence et c'est normal, direct avec le carton. Si on fait une ACV comparative entre une caisse bois et une caisse carton,
ce n'est pas toujours le carton qui gagne. Ce qu'on peut croire, c'est parce que souvent on croit que le carton est plus léger, donc c'est mieux. Mais en fait, il y a plein d'autres facteurs sur lesquels il n'est pas du tout gagnant. Donc tout ça, le bureau d'Adam, ce bureau design et développement avec le côté ACV, le côté éco-conception, ça nous donne une posture que les clients viennent chercher. C'est-à-dire, ils viennent nous chercher peut-être pour le côté premium, évidemment un grand savoir-faire, une grande maîtrise d'œuvre, mais aussi cet engagement social, environnemental, avec ce prisme qu'on peut leur amener. On peut les accompagner pour leur dire voilà, comment aller vers quelque chose de mieux. Parfois, certains clients vont nous demander de créer une caisse. Je pense notamment au château Luchéal dans Pessac-Léognan, là, qui nous a demandé des coffrets pour leurs 25 ans, où le coffret pouvait se transformer en petite cave à vin. Donc, il y avait une notion de deuxième vie directement clé en main dans le produit. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait parfois. De là à savoir si le client final réellement le fait, nous, la visibilité, elle est compliquée. D'ailleurs, on a calculé, nous, on a fait notre calcul d'empreinte carbone. La partie qu'on maîtrise le moins et qui nous impacte le plus, c'est le fait que nos caisses partent au bout du monde. Donc, ça n'empêche pas de faire des choses localement à notre échelle, mais en tout cas, c'est vrai qu'en bout de chaîne, on a quand même ça. Je peux peut-être illustrer, si vous voulez, un exemple, je ne sais pas à quel moment on en parle, mais un exemple d'éco-conception qui a été fait l'année dernière, qu'on a travaillé 1 an dessus. Donc, je pense que la majorité des personnes connaissent le château Cheval Blanc à Saint-Émilion, qui appartient au groupe LVMH. Nous, c'est un client de longue date, c'est un partenaire, c'est des gens qui s'engagent énormément sur tous ces sujets-là, sur des sujets sociaux, d'agroécologie, ils se questionnent énormément aussi et c'est pour ça qu'on s'entend très bien. Et donc, il y a 1 an, ils sont venus nous voir en disant, bon, notre caisse, qui était une caisse en pain radiata, parfaite, avec un suremballage, bon, ça ne leur allait plus. Ils sont venus nous voir et dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une caisse moins impactante? Et donc, en fait, on s'est posé la question et on a essayé de prendre tous les leviers possibles. Donc, le premier levier, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est relocaliser la matière. Alors, dans notre cas, c'est un peu moins impactant parce que notre pain radiata vient du Pays basque espagnol. Donc là, ça voulait dire le rapatrier sur le Lot-et-Garonne. Donc, c'est déjà bien, on gagne quasiment 300 km. Ça, relocaliser, c'était hyper important. Le deuxième levier, c'était accepter de laisser des nœuds dans votre caisse. Le ratio, il est assez fort, c'est un ratio de 1 à 5, c'est-à-dire que sur un arbre, en gros, vous avez 10% de bois sans nœuds et 50 à 60% de bois utilisable avec des nœuds. Donc, ça veut dire que si notre client final accepte de laisser des nœuds dans sa caisse, eh ben, on va utiliser 5 fois moins ou 5 fois mieux la matière. C'est-à-dire qu'il faudra 5 fois moins de surface forestière pour faire ces caisses. Donc, ça, c'est un calcul qu'on leur a fait. Et puis après, on leur a fait une ACV comparative aussi pour mettre en face leur ancienne caisse, leur nouvelle caisse. Et on a poussé le jeu parce que notre intérêt, c'était de relocaliser et de pousser la filière pain maritime. Mais on a aussi poussé le jeu en se disant, tiens, pour caler les bouteilles à l'intérieur, il y a tout le monde voit ça, c'est des petites guillotines. C'est-à-dire, c'est là-dedans qu'on cale les bouteilles. Ces petites guillotines, malheureusement, on utilise quand même pas mal de matière pour le faire. Et puis, pour le coup, je pense que c'est clairement un des éléments qui part vite au barbecue. Donc, ça n'a pas une durée de vie super longue, même si la caisse de Cheval Blanc, heureusement, reste longtemps en cave. Mais on s'est dit, tiens, là-dessus, on a un levier aussi. Et on a fait un partenariat avec une société qui est en train de relancer la filière laine au Pays basque espagnol, Pays basque et Béarn. Et on a conçu des petits étuis en laine pour Cheval Blanc, dans lesquels ils glissent les bouteilles. Ça cale parfaitement les bouteilles, c'est très joli. Il faut savoir quand même que la filière laine en France est complètement dévastée. Les bergers tondent leurs brebis 2 fois par an et jettent ou brûlent ou enfouissent la laine. Ça aussi, c'est quand même super choquant. Et donc, nous, on s'est dit, c'est super, c'est un moyen aussi de repousser la filière laine dans le bon sens. Ce n'est pas nous qui allons tout faire, mais déjà, ça commence à faire un gros dossier, puis on espère qu'il y en aura d'autres derrière. Donc, tout ça mis bout à bout, et avec la CV comparative qu'on a fait en interne, on a clairement factuellement prouvé qu'il y avait un impact positif de la nouvelle caisse par rapport à l'ancienne. Sur l'ensemble des critères, c'était quand même plus efficient et plus vertueux de passer sur cette caisse-là. Donc, voilà, c'est un magnifique exemple de montrer que l'éco-conception a ce côté vertueux déjà sur l'impact, mais en même temps, pour nous, en tant qu'industriels manufacturiers basés en Gironde, c'est hyper important de se dire que
on accompagne et on pousse aussi d'autres filières industrielles. Pour nous, c'est vraiment essentiel de dire qu'il faut que l'industrie se serre les coudes et ce côté entraide à travers 3 industries, on va dire, le bois, la laine et puis nous, les fabricants d'emballage. Ça, c'est un super exemple dont on est très fiers et puis on espère que ça fera des émules et des petits, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, Nicolas. Si, en plus, c'était concret. Et puis, je pense qu'on va retourner sur ces sujets un peu de coopération territoriale aussi et de lien enfin, comment est-ce que vous travaillez avec les filières? Ouais, Ça, je te finalement, remercie. il y a un vrai travail sur la posture vis-à-vis du client. Donc, d'une part, de ce qu'on avait discuté, Mathias, c'est que ça demande déjà beaucoup de pédagogie et puis aussi de valorisation de ce que vous faites et de votre travail. En fait, il y avait une question aussi de que représente cette offre intégrée produit-service conseil dans votre chiffre d'affaires. Finalement, c'était aussi la question, est-ce que ça apparaît aujourd'hui sur les factures? Comment ça se reflète dans le modèle de revenu? Voilà. Oui, c'est une discussion qu'on a eue lors de mon parcours de l'EFC. En fait, ça paraît être du bon sens, mais le fait de le nommer, c'est bien. C'est vrai qu'en bas de la facture, tu as 1000 caisses à tel prix et puis tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Mais le fait de se le dire ensemble pendant le parcours EFC, on en a après reparlé en interne. C'est vrai qu'il y a plein d'autres choses dans la valeur de ce que viennent chercher les clients. Il y a énormément plus que ce qu'on vend sur la facture. Ça, c'est net. Et puis, quand on fait nos rendez-vous d'affaires avec nos clients, Jean-Charles ou moi, on se rend compte que clairement, on va plus vendre, entre guillemets, mais vendre la posture et l'engagement d'Adam et son savoir-faire, mais sa transparence aussi. Quand on ne sait pas faire, on le dit. Quand on a besoin de s'améliorer, on le dit. On parle souvent de RSE, mais pour nous, la notion de transparence, c'est hyper important. Et je pense que les clients viennent nous chercher aussi pour ça, pour le côté design et développement, éco-conception, mais aussi cette remise en question, cet engagement social, territorial. Ça, c'est évident que. Et la capacité à dire non aussi, parfois. Et Ouais. parfois, oui. Mais comme je disais en début de podcast, c'est que ça peut paraître bizarre. Moi, je suis directeur commercial, mais on ne cherche pas à faire de la croissance. Je ne suis pas en train d'aller pousser des portes tous les matins pour dire allez, moi je veux plus de caisses, parce que plus de caisses, ça veut dire plus de bois, ça veut dire, enfin, c'est une spirale infernale. Évidemment, je pousse quelques portes parce que, comme toute entreprise, il nous arrive de perdre un ou deux clients, donc c'est bien d'en gagner un ou deux, ça c'est le jeu. Mais de la croissance pour de la croissance, non. Et puis quand on rentre dans des projets délirants où il faut mettre des couches de lac, de la brillance, de machin, et quand on respecte, nous on est spécialisé dans les bois massifs. On utilise 4 essences principales, locales, et voilà, et des bois massifs. Donc en général, il faut que ça rentre déjà dans cette volonté de mettre en valeur le bois, qu'on soit en capacité de le faire. Mais si on me dit, moi je veux du bois exotique, moi je dis non. Si on me dit, moi je veux zéro défaut dans mon chêne, moi je dis, même si vous payez 1 000 € le coffret, je vous dis non. Donc en fait, il y a quand même une limite aussi. Et en fait, les clients apprécient. On se rend compte que finalement, ils se disent, ah ouais, ok, bon, on va faire différemment. Voilà. Ça les oriente, ouais. Elle les oriente. On n'est pas en posture de donneur de leçons. Mais le fait d'être assez droit dans nos bottes et de dire, il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas, finalement, les clients ne claquent pas la porte. Ils vont plutôt dire, OK, je comprends votre engagement, ça me plaît bien. D'ailleurs, ça peut nous aider. C'est quoi la contre-proposition? Et là, il y a un travail de pédagogie, comme tu disais, d'expliquer pourquoi on va, par exemple, je ne sais pas moi, enlever les aimants sur un coffret, parce que les aimants, c'est très impactant sur une ACV, et on va trouver d'autres systèmes de fermeture. Voilà, c'est sur des petites choses comme ça. C'est pas, on n'est pas en train de révolutionner sur les caisses et coffrets, on ne révolutionne pas. Mais il y a 2 ans, on a eu un très beau coffret, en fait, monomatériaux qu'on a fait pour le Champagne Bollinger. On a eu un prix pour ça, mais c'était vraiment le jeu encore de l'éco-conception, c'est de dire, voilà, on ne va utiliser que du bois. Même les charnières sont en bois, même le fermoir est en bois. Voilà, c'est un coffret 100% chêne. Bon, ça, c'est hyper satisfaisant de trouver. Et en face, notre client, le groupe Bollinger, a grandi et a adoré aussi cette posture. Et ça nous a fait grandir mutuellement dans cette démarche, on va dire, plutôt globalement RSE, quoi. Donc, pédagogie, oui, mais pas donneur de leçons, même si ça nous amuse parfois de dire qu'on peut être… on a une posture parfois un peu militante,
mais finalement, elle n'est pas, comment dire, elle est pas rédhibitoire. Je pense qu'au contraire, d'avoir un peu de parole véritable, de militantisme et surtout d'honnêteté et de transparence, bah, finalement, j'ai l'impression que les entreprises avec qui on travaille, elles sont plutôt contentes et ça devient pour certaines, je parlais de cheval blanc, mais j'en ai d'autres en tête, ça devient plus que des clients. On parle de FC, mais la coopération, elle est extrêmement forte. C'est-à-dire, on travaille, on avance main dans la main et on se fait vraiment grandir mutuellement en disant comment on peut collectivement pousser dans le bon sens pour sortir à un côté de ce côté très linéaire. Je fais un produit, tu le vends, on ne se parle pas, c'est pas du tout le projet, quoi. Donc chez Adam, c'est en train d'aller vraiment dans ce bon sens-là. Ouais. Je, Ouais. je te propose il y a pas mal de questions qui ont été posées dans le chat, donc peut-être donner la parole. Je vois Fabienne Oui, et qui qui s'en va demande à la parole. 9h45 en plus, donc on va essayer de donner la parole. Ouais, et puis là, il y avait Renaud qui avait posé une question il y a un petit moment, mais je trouve elle a trouvé une réponse là dans ce que Mathias vient d'expliquer sur la posture d'accompagnement où le Ouais. client, ils sont pas forcément sensibles ou conscients tout de suite, mais de par votre posture d'accompagnement, du coup, vous les amenez à prendre conscience et à révéler ces externalités un peu négatives qui peut y avoir sur l'usage du bois. Et du Tout à coup, fait. voilà. Fabienne, si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre micro, il est fermé. Voilà, activer mon micro, c'est bon. Bonjour, merci. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Alors, j'avais découvert aussi votre entreprise à l'occasion de la méthode TELED, et puis c'est comme ça que j'ai découvert un peu votre entreprise et tous ces sujets-là. Mais ce n'était pas pour ça. De ce que j'entends, vous avez beaucoup travaillé sur l'éco-conception, euh, sur l'EFC, sur la coopération. euh, Après, la transformation du modèle économique vers l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire arrêter de vendre des caisses, mais vendre autre chose, de ce que j'entends, ça, c'est plus compliqué avec vos clients? Ouais. Alors, oui. Non, je précise à ce stade, effectivement, Fabienne, c'était ma question suivante, c'est que donc ils viennent de sortir d'un parcours d'accompagnement à l'EFC là en mois de janvier, et donc c'était aussi une des questions de finalement pourquoi ça vient maintenant le parcours aussi, et qu'est-ce que ça vient nourrir comme réflexion aussi pour peut-être demain, ouais. Voilà. Bah, les deux questions se recoupent, merci. Mm. Encore une fois, en toute transparence, donc on a de grosses questions sur l'usage et sur l'utilité. Donc ça, c'est notre démarche de départ. Comment mieux utiliser la matière et oui, et comment essayer de redonner au territoire ce qu'on lui prend, c'est-à-dire qu'il y a quand même des salariés qui travaillent chez nous, on utilise de la matière première qui vient du territoire. Donc, plutôt que d'être dans un système linéaire de production, comment trouver des systèmes un peu plus circulaires? Alors, on n'a pas encore complètement la question, mais nous, on est dans un projet depuis 2-3 ans de diversification, c'est-à-dire de se dire, les vins et spiritueux, vous le savez tous, la consommation baisse. Il y a une pression écologique aussi sur la vigne, au même titre que sur le bois. Donc, ça veut dire que peut-être dans 50 ou 100 ans, on boira pas de la même manière ou beaucoup moins. On fera peut-être plus de caisses. Donc, nous, on veut anticiper à la fois cette utilité et puis cette pression économique. Donc, on est dans un projet de diversification. Et dans ce projet de diversification, on veut vraiment qu'il y ait cette finalité de circularité et de territorialité. Donc, c'est pour ça que quand Sébastien est venu il y a un peu plus d'1 an, on était sur ces questions. J'avoue qu'on n'a pas encore trouvé toutes les réponses, mais ça faisait sens de se dire, tiens, ça va nous donner, on va dire, des outils complémentaires, évidemment. Hein, Sébastien, tu m'arrêtes, mais le FC, c'est pas une recette magique où on sort, on se dit, paf, j'ai trouvé le nouveau modèle économique, mais ça donne une manière de voir ses limites, ses forces, et de voir comment on va mieux les utiliser. Est-ce que ça sera avec nos clients, pour répondre à la question de Fabienne? Peut-être en partie, on espère. On espère pouvoir embarquer certains de nos clients avec qui on coopère très bien. Ça sera peut-être des nouveaux clients aussi, qui seront peut-être plus proches de chez nous, sur notre territoire. En fait, depuis 2 ans, on a un parcours où on cherche à développer
quelque chose de plus local. Donc, en fait, on est depuis 2 ans sur un travail de nouveaux objets, des objets, on va dire, plus utiles, qui vont aider les gens à avoir des gestes au quotidien plus éco-responsables. Je cite en vrac, hein, on n'est pas encore sur le lancement, mais je cite en vrac, ça va être des toilettes sèches, ça va être un séchoir solaire, ça va être un garde-manger, ça va être un compost, ça va être plein de choses comme ça qu'on peut faire à base de bois et qui vont pouvoir amener les gens à avoir des gestes plus éco-responsables. Sachant que nous, on est quand même plus des fabricants et on commercialise plutôt en B2B, on va d'abord se tourner sur ce projet-là vers des professionnels qui pourraient avoir des besoins, mais des professionnels de notre territoire, hein, pour rester dans ce côté coopératif et territorial. On va aller voir des gens de notre territoire, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des vignerons d'ailleurs, peut-être le monde de la restauration qui pourrait mieux conserver ses aliments. On va essayer de développer des partenariats pour aller chercher quels seraient leurs besoins et partir de ces besoins-là pour essayer de leur rendre des produits qui seraient au service de leurs besoins. Donc, et qu'on ferait à base de bois et qui seraient vraiment des objets utilisés sur le long terme. Donc, on pense qu'on résout quand même, si on réussit à faire ça, on résout un peu la question d'utilité et d'usage. Et si on le tourne vraiment vers le côté local et territorial, ça nous va bien aussi. On est en pleine phase de construction et pour faire le petit clin d'œil à Fabienne, on est avec les 2 personnes qui s'occupent de TELED, qui ont aussi une autre structure qui s'appelle Label Tech, qui est vraiment super et qui nous accompagne et qui est aussi sur ce projet de redirection économique et écologique. Donc on est en plein dedans. Je ne peux pas vous dire, ça y est, j'ai trouvé grâce à l'EFC, grâce à tout ça, la nouvelle formule. On est en plein dans cette construction-là. Et peut-être que tu peux. J'ai eu l'impression que le FC est venu nourrir et voire même re-questionner le projet de diversification. Tu peux Exactement. peut-être nous en dire plus là-dessus? C'est vrai qu'en cours de parcours de l'EFC, on a lancé le parcours et nous, en parallèle, on avait lancé sur ce projet de faire des objets utiles du quotidien. Eh bien, on avait commencé à préparer une nouvelle marque avec un premier objet qui était autour de la conservation des aliments et avec une marque où on allait faire une grosse campagne de marketing digital. Enfin, on va dire le schéma assez classique, hein, somme toute, aujourd'hui, pour lancer une nouvelle marque et des nouveaux produits en B2C. On a un peu tiré sur le frein à main. C'est surtout Jean-Charles et Hélène, encore une fois, qui sont quand même nos lanternes de surveillance, et c'est très bien, en disant, est-ce qu'on n'est pas en train de retomber dans un système linéaire, c'est-à-dire on produit en objet, on fait du marketing, du commerce, et hop, on le vend. Est-ce que ça répond vraiment à un besoin? Est-ce que c'est vraiment pour notre territoire? Est-ce qu'on est vraiment dans un système coopératif? Et ça s'est trouvé que les questions que je me posais au moment de l'EFC sont venues nourrir tout ça. Donc en fait, on a appuyé sur le bouton pause et on est tout juste en train de redécoller en se disant, en allant vers le côté B2B local, on va permettre finalement d'être dans une notion plus territoriale, plus circulaire. Et puis ça nous a amené l'EFC aussi de rajouter peut-être une nouvelle notion qu'on ne fait pas du tout. Nous, c'est une industrie manufacturière, on produit quand même des choses. Mais on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait amener une notion de service? Comment on amènerait une notion de service dans notre entreprise? Donc la notion de service, les idées qui naissent, c'est pourquoi pas mettre le savoir-faire et les machines de nos ateliers en mode Fab Lab une fois de temps en temps pour des artisans locaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie de tester. Et ça a été nourri par l'EFC, c'est de dire comment une entreprise qui produit, c'est très dur, hein, parce que nous, on était mélangés dans notre parcours avec des gens qui étaient déjà dans l'ESS. Mais nous, en tant qu'industrie, trouver des solutions où on est plus dans la notion de service. Donc, il y a eu cette idée de peut-être ouvrir nos locaux. Donc, ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on fera un jour. Et puis, à l'avenir, si on arrive à construire des outils ou des objets plus utiles au service des professionnels, peut-être qu'on n'est pas obligé de les vendre. On est en train de se dire, tiens, si nous, on est à côté de la ville de Lacanau, hein, donc on est sur un lieu très touristique, on se dit, ce pic de touristes, il va sûrement demander des pics de besoins, mais qui n'auront de valeur que pendant 2 mois. Donc, pourquoi pas amener un côté location de certains objets qui pourraient être utiles pendant la saison, et puis à un autre moment, les proposer le reste de l'année à une autre clientèle. Donc, ça nous a amené quand même une manière de penser différente, de dire il faut qu'on pousse le côté service
Alors, je ne pense pas qu'on pourra louer nos caisses en bois, hein, même si tout le monde nous dit vous devriez, on essaye d'imaginer des caisses réutilisables. Le problème, c'est qu'on travaille avec des grandes marques et ça, c'est un peu dur à mettre en place, mais on est quand même sur un projet d'essayer de faire un petit système comme ça. Donc, le côté serviciel, ça a vraiment été amené dans le parcours EFC. Enfin, en tout cas, pour ma part, même si notre responsable RSE, puisqu'on a une responsable RSE en interne, est quand même déjà assez nourrie à ces sujets-là, quoi. Sarah? Ouais. Oui, excusez-moi, merci Sarah. Moi, je suis le club INER en Normandie. D'ailleurs, on est très proche de Labeltech avec qui on travaille. Je voulais juste revenir rapidement sur la question de Fabienne, parce qu'elle semblait opposer d'une certaine manière, enfin en tout cas, elle semblait bien savoir ce que c'était que l'éco-conception, et je connais Fabienne aussi, et donc je sais que c'est ce qu'elle sait ce que c'est. En revanche, quand elle parle de FC, elle a tout de suite parlé de remplacement de la vente d'un produit par celle par la location, ou alors en tout cas la vente de quelque chose d'autre, c'est ce qu'elle a dit. Et là, j'aimerais juste préciser que c'est pas forcément là où est le FC, et que moi, depuis le début de votre témoignage, j'avais bien compris ce que vous avez apporté le FC. Et notamment dans le fait que vous avez clairement dit que les clients devenaient plus que des clients, et que vous coopériez avec les clients, et que vous instauriez une relation de confiance et de coopération. Et ça, ce sont des ressources immatérielles dans lesquelles vous avez décidé d'investir. Et ça, c'est clairement de l'EFC. Voilà. Oui, je peux même, sans donner tous les détails, mais je reviens sur le côté transparence. Ce n'est pas forcément le mot qu'on a employé dans l'EFC, mais c'est un mot qui résonne assez fort chez nous et qui est dans l'EFC, qui est dans la RSE. Si on veut faire de la coopération avec nos clients ou nos parties prenantes en général, c'est-à-dire nos clients et nos fournisseurs aussi, ou d'autres intervenants, on se doit d'être transparent sur nos forces, nos faiblesses, nos ratés. Ce n'est pas une démarche en tant que directeur commercial qu'on voit beaucoup. En général, c'est un peu le monde de je t'embrouille et puis ça passera, quoi. Et en fait, nos clients apprécient énormément qu'on soit capable de dire ça, je ne peux pas le faire. Ou, là, je me suis raté. Nous, on fait une enquête de satisfaction annuelle auprès de nos principaux clients. Et les clients, en général, nous disent voilà, quand vous faites des erreurs, votre principale force, c'est pas de faire on fait tous des erreurs. C'est surtout que vous les corrigez bien et vite. Donc, cette notion de partenariat, de coopération, elle est top, et elle est allée donc avec Cheval Blanc. C'est vraiment un partenariat génial sur cette caisse, mais sur plein d'autres sujets, puisque vraiment sur la RSE, on est vraiment main dans la main et on se questionne ensemble sur beaucoup d'autres sujets. Et je pense que dans notre diversification, ça restera un partenaire sûrement privilégié, puisque eux sont en train de se tourner vers le côté très territoire, agroécologie. Enfin, ils sont en train de faire des trucs hyper intéressants, et nous, ça nous intéresse, et je pense qu'on pourra peut-être avancer. Et puis, j'ai un autre très gros client avec qui ça se passe très bien, qui pour sécuriser ce partenariat, et parce qu'il y a une confiance très forte et on est dans la coopération, nous a même proposé d'investir communément dans de nouvelles machines qui seraient au service de son nouveau produit. Donc là, quand on en arrive à ce stade-là, bon, c'est super. On se dit, voilà, on n'est plus une entreprise. C'est marrant, parce que souvent, moi, au bout du fil, j'ai des clients qui me disent, ah, vous n'auriez pas des caisses là à me vendre? Et en fait, je dis non. En fait, moi, je vends un produit et un projet, et je conçois sur mesure. Je n'ai pas des caisses qui attendent dans le stock, et si je ne les vends pas, c'est con, je vais les jeter. Non, non. Déjà, il y a un respect de la matière, le fait de faire sur mesure. Et puis, c'est clair, cette notion de confiance, de transparence et de partenariat, elle nous rend beaucoup plus efficients, et je pense quand même un peu plus vertueux. Évidemment, on a encore des points d'ombre. On fait encore parfois des coffrets où on se dit c'est questionnable. Voilà, il y a certaines choses, mais c'est des choix où parfois on les fait en se disant bon, économiquement, aujourd'hui, vous avez sûrement tous entendu que le monde des vins et spiritueux, c'est dur. Tous les acteurs de ce secteur sont en baisse. Nous, on s'en sort pour l'instant pas trop mal, mais il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Donc, on ne peut pas non plus faire table rase. Et moi, je dis toujours, on a quand même la responsabilité de 60 personnes, et ça n'a quand même pas de prix, quoi. Mais voilà, il faut quand même de temps en temps dire non à certains projets et dire oui à de très beaux projets aussi. Il y a une question qui est
d'Isabelle un petit peu plus haut qui me semble intéressante sur la dimension de coopération territoriale et de lien avec les acteurs, notamment du bois, peut-être les scieries ou les exploitants forestiers. Tu as souvent parlé de relocalisation, de travailler sur des filières locales, etc., mais d'une manière, on va dire, concrète, opérationnelle. Enfin, comment est-ce que ça se passe, ce lien avec les scieries, avec les exploitants locaux? Est-ce qu'il y a aussi, de leur côté, une prise de conscience que la ressource en bois, elle est pas si renouvelable que ce qu'on le pense, en tout cas dans des temporalités peut-être un peu différentes. Enfin, comment est-ce que vous travaillez avec ces acteurs-là du bois? Alors justement, depuis quelques années, Jean-Charles s'investit beaucoup en amont de la filière, c'est-à-dire vraiment sur la partie forêt, avec tous les acteurs, euh, tous les autres opérateurs qui utilisent du bois. Nous, concrètement, chez Adam, comme je le disais, on est en partenariat direct. Quand je dis partenariat, c'est pas comme avec nos clients, c'est-à-dire qu'on a investi de l'argent dans la scierie en Lot-et-Garonne, la scierie Gaspin. Pas pour faire de la croissance externe, mais clairement, d'une part, pour sécuriser notre approvisionnement sur les latés collés de pain maritime, mais aussi pour eux, ça a été une aubaine d'avoir un partenaire comme ça qui vient investir. Et pour eux, ça a été une manière de moderniser leur outil de travail. Donc, c'est une manière aussi de remettre de l'argent sur le territoire, de structurer le côté industrie locale et d'avoir un accompagnement où là, on est vraiment dans encore une fois, une forme de coopération. Mais Gaspin, c'est une toute petite scierie avec qui ça se passe très bien et pour le coup, c'est plus des cousins que des parties prenantes. Après, pour répondre en partie à ta question, tout le monde n'est pas aguerri sur ces sujets de souffrance au niveau de la forêt. Tout le monde a vu la forêt des Landes, c'est de la monoculture, donc ça aussi c'est questionnable. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de cultiver le pain maritime? Ça, c'est des sujets que Adam commence à creuser de plus en plus. Pour ce faire, Adam a acheté un peu de forêt l'année dernière, pas pour couvrir nos besoins, mais justement pour aller faire un peu, on va dire, de R&D au niveau de la forêt et de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en termes de culture et de comprendre encore mieux la pression écologique qu'il peut y avoir sur ce système. Pour parler de coopération territoriale aussi au niveau du bois, il y a un projet qu'on monte chez Adam depuis 1 an qui s'appelle le projet Ré en bois. Donc ça, c'est un beau projet. C'est pas moi qui le pilote, mais c'est notre responsable RSE avec un jeune étudiant. Donc Ré en bois, l'idée, c'est de dire il y a des industries qui produisent des coproduits, pas forcément que de la sciure, mais des morceaux de bois qui sont peut-être réutilisables par d'autres structures. Donc, comment on arrive à structurer tout ça pour que les émetteurs et les récepteurs se connaissent, se parlent et au niveau logistique arrivent à mettre en place quelque chose. Donc là, on est en train d'identifier 4-5 structures autour de l'agglomération bordelaise et près de chez nous. Et peut-être à l'avenir, on espère, d'autres structures, on va dire, émettrices comme Adam. Et donc, il y a vraiment ce côté-là très circulaire de dire, voilà, nous, on produit des caisses, mais on a quand même ce qu'on appelle des déchets courts. Ces déchets courts, finalement, ils peuvent servir à plein de choses. On le faisait de manière assez intuitive depuis plusieurs années où il y avait des assos qui venaient nous demander un peu de temps en temps du bois pour certains projets. Maintenant, on a envie de le structurer et vraiment d'en faire quelque chose où petit à petit, différentes entreprises vont pouvoir venir s'agréger et profiter dans un sens comme dans l'autre d'optimiser l'utilisation de la matière. Ça, c'est une manière de... Alors, dans le bois, rien n'est jamais jeté. Nous, tout finit en bois énergie. Mais avant que ça finisse en bois énergie, il y a peut-être une étape intéressante pour du réemploi. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le projet réemploi, réembois, pardon. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de mener dans les prochaines années le plus loin possible. Ouais, Réemblois, je pense que c'est plutôt nos collègues de Centre-Val de Ça Loire. m'a brouillé. Stéphanie, tu veux poser directement ta question? Ouais. Oui, bonjour, Stéphanie Oville, Terre EFC Île-de-France.
Je voulais savoir, en EFC, parfois, il arrive qu'on se rapproche de ses concurrents, enfin, qu'on sorte un peu de la logique classique. Les concurrents sont des ennemis. Est-ce que vous avez des liens avec eux? Est-ce qu'il vous arrive de coopérer parfois avec eux? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vos trajectoires et vos valeurs sont totalement éloignées? Ou alors, vous n'êtes absolument pas sur les mêmes territoires? Nous, on est hyper ouverts justement à ce que la bonne parole se groupe, s'agrège et grandisse. Sur le projet, il n'y a aucun souci. Je pense qu'on n'est pas au même niveau de réflexion que nos confrères. Et c'est pas leur faire du mal de dire ça, c'est juste qu'on n'a pas avancé de la même manière. C'est-à-dire que Jean-Charles et Hélène, qui pilotent l'entreprise depuis 25 ans, ont fait des choix forts et un peu radicaux il y a bien longtemps. Donc, pour en être aujourd'hui ici, c'est parce qu'il y a de nombreuses années déjà, ils ont pris des postures qui étaient un peu en décalé avec le mode économique classique. Mais évidemment, ça nous arrive très souvent de parler soit avec des confrères directs, c'est-à-dire d'autres caisseries, soit avec d'autres acteurs du bois qui vont faire de la palette, qui vont faire de l'emballage léger, qui vont faire… Donc ça, évidemment, on parle très, très souvent parce que déjà, il faut le savoir qu'au niveau européen, il y a de grosses lois qui sont en train d'arriver avec une pression réglementaire qui risque d'être compliquée. Donc, il faut que collectivement, on soit tous quand même un peu alignés. Et pourquoi pas si après de ces partenariats avec des entreprises qui sont dans le monde du bois, mais pas directement dans le packaging, si on peut petit à petit en amener d'autres, avec grand plaisir. Pour l'instant, en toute transparence, on se parle, mais on n'est pas encore sur la même longueur d'onde. Nous, on a l'impression, je ne veux pas être pédant en disant ça, mais d'être en avance, parce qu'on essaie d'aller chercher le coup d'après, pas pour être plus stratège au niveau économique, mais juste pour se dire, bon, on est bien conscient que dans 50 ans, l'écologie, ça ne va pas être la même, la matière, ça ne sera pas la même, et l'économie, ça ne sera pas la même non plus. Donc, il faut bouger. Et bouger, ça veut dire se penser différemment. Et pour ça, l'EFC est hyper intéressant. Et moi, je vais juste faire une parenthèse. Moi, l'EFC, quand j'ai commencé il y a 14-15 mois, franchement, je partais de zéro. Hein. J'étais comment dire, éveillé sur tous ces sujets, absolument pas connaisseur du tout. Et ça secoue un peu, ça secoue ce parcours OFC, il secoue. Au début, on est un peu perdu, on se dit mais de quoi on parle, comment on va faire, enfin, et puis petit à petit, on se dit ah tiens, ça je pourrais mettre une touche là, puis une touche là, puis une touche là. Et moi, j'espère qu'en fait, fort de ce parcours que j'essaye de remonter dans le CODIR, j'espère que dans les années qui arrivent, on arrivera à se servir de cet outil complémentaire pour faire notre redirection et notre diversification. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter complètement de faire du packaging. On va essayer toujours de le faire mieux et de la manière la plus efficace et vertueuse possible. Mais clairement, il faut qu'on commence à tourner le volant, quoi. Oui, Isabelle, vas-y. Merci, Mathias. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour, alors Isabelle de Necoé en Centre-Val de Loire. Justement, vous avez commencé à évoquer une question que j'avais envie de vous poser. Vous êtes directeur commercial, donc vous êtes engagé dans ce parcours, enfin vous êtes engagé dans ce parcours EFC. Habituellement, on a souvent les dirigeants, le ou les dirigeants, et votre retour d'expérience nous intéresse parce qu'effectivement, on pense aussi que des gens dans des postes proches des dirigeants sont aussi clés dans cette transformation. Mais comment ça se joue en interne entre vous qui êtes au CODIR, mais pas vraiment le dirigeant de l'entreprise, le reste des équipes, etc. Vous faire un petit retour d'expérience là-dessus. Ouais, c'est une très bonne question, hein, parce que clairement, on en a parlé souvent avec Sébastien et puis avec les formateurs OFC. Au début même, ça a été un peu, Sébastien est arrivé sur la pointe des pieds en disant, voilà, on vous propose, et puis Jean-Charles et Hélène, très honnêtement, c'est pas qu'ils voulaient pas, mais ils n'avaient absolument pas le temps, donc s'engager et ne pas pouvoir donner le temps et l'énergie. Donc on a posé la question, on a dit, est-ce que quelqu'un qui est quand même en contact avec beaucoup de parties prenantes et qui est au sein du CODIR, est-ce que ça peut le faire? Donc ça a été questionné, puis ça a été validé. Et donc, voilà, moi, comme un bleu, j'y suis allé. Et une de mes difficultés, un des travails pour en faire un retour d'expérience, c'est clairement qu'il faut arriver à bien digérer le parcours pour arriver à le remonter en CODIR.
j'ai quand même la chance dans le CODIR d'avoir 70% des gens qui sont déjà un petit peu éclairés sur ces sujets-là. Peut-être pas sur l'EFC pur et dur, mais sur tous ces sujets de territoire, de circularité, de parties prenantes, de coopération. Enfin, on voit un peu de quoi on parle. Mais quand même, ça, c'est un retour d'expérience. C'est que je pense que s'il faut proposer à d'autres dans l'entreprise, c'est une bonne idée. Ça vous aidera peut-être à avoir plus d'entreprises qui vont dire oui, parce que souvent, les dirigeants, ils sont la tête sous l'eau, hein, c'est bien normal. Mais par contre, il faut choisir peut-être des gens qui soient quand même assez proches, on va dire, des instances dirigeantes pour pouvoir essayer d'accompagner le virage. C'est-à-dire que tout le monde, enfin, dans l'absolu, moi je l'ai dit tout le temps, je dis mais moi j'aurais voulu que tout le CODIR fasse le parcours FC parce que c'est passionnant. Mais en réalité, comme il n'y a qu'une personne, il faut choisir une personne qui va avoir la capacité à le prendre, le digérer, le relayer et puis essayer d'amener certains axes. Alors moi, encore une fois, je le dis, je fais partie d'un CODIR qui est éclairé. Donc voilà, s'il ne faut pas prendre le dirigeant, il faut prendre quelqu'un qui est fortement motivé et qui n'aura pas peur d'aller secouer un peu le cocotier en interne pour dire là, je pense que ce qu'on fait, c'est questionnable, il faut faire différemment. Il faut que le dirigeant soit quand même en accord que la personne qui a été désignée puisse lui dire non, 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 ça, il ne faut pas le faire. Voilà. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas une si mauvaise idée. C'est un peu plus difficile, hein, on en avait parlé avec Sébastien. Je pense que quand un dirigeant fait le parcours FC, de suite, il percute et de suite, il se dit demain, je vais faire ça. Moi, je me dis tiens, on pourrait peut-être faire ça ou ça, je vais en parler. Donc forcément, ça crée une inertie. Mais ce n'est pas impossible. Je pense que clairement, ce n'est pas impossible. C'est vachement, il y a des questions de posture, en fait. Je pense que tout directeur commercial n'est pas forcément dans la bonne capacité, mais il y avait déjà une relation aussi, et enfin voilà, une intégration, une manière de travailler ensemble qui était déjà assez particulière. Et en plus, bon, on pourra peut-être en parler en ouverture, mais il y avait aussi des enjeux de transmission, donc c'était aussi. Enfin, Oui, voilà. nous, dans ce sujet de diversification de FC, je rebondis avant de prendre la question de Clémence, mais on se pose aussi, ça a été pendant le parcours EFC, ça a été une question sur la gouvernance de l'entreprise, puisque clairement, Jean-Charles et Hélène, dans 5-10 ans, seront à la retraite. Pour la petite histoire, quand même, pour montrer combien ils sont cohérents et un peu militants, ils sont tous les deux actionnaires, ils n'ont pris aucun dividende en 25 ans, zéro. Tout a toujours été reversé soit aux salariés, soit en investissement interne. Et pour pousser le bouchon plus loin, ils viennent de créer l'année dernière un fonds de dotation actionnaire qui va devenir l'actionnaire majoritaire. Donc, ils vont céder gratuitement l'entreprise. Ils vont partir simplement à la retraite et ils vont stabiliser l'entreprise pour ne pas la fragiliser. Donc, bon, il y a quand même un message fort pour nos parties prenantes de dire que Adam va rester fort et solide dans le temps. Et nous, ça nous pose quand même, au sein du CODIR, des questions de gouvernance, de savoir dans cette redirection, est-ce que tout le monde est embarqué et qui va piloter et comment on va piloter. Donc ça aussi, c'est des questions qui font partie de ce qu'on appelle notre projet Adam 2035. Voilà, c'est à la fois une redirection économique, écologique, mais la gouvernance en fait clairement partie. Hein. On s'est réunis d'ailleurs récemment pour réécrire notre raison d'être. Parce qu'on s'était dit, tiens, chez Adam, voilà, on a pas mal de mots, de phrases et tout, mais on a fait notre raison d'être qui vient de sortir, je vous la livre, hein, c'est une primeur. Je ne sais pas si vous la comprendrez, c'est l'art et la manière de sublimer le bois et de s'engager avec son territoire en faveur d'un modèle industriel durable. Et en fait, je pense qu'on aurait fait cette raison d'être il y a 5 ou 10 ans, il y a certains mots qui ne seraient pas sortis. Donc le parcours FC, il vient aussi nourrir toutes ces réflexions. On va prendre une dernière question de Clémence et ensuite on pourra conclure. Ouais. Oui, rapidement, bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci beaucoup Mathias pour ce témoignage qui revigore le vendredi matin. Là, c'est sympa comme tout, Merci. d'avoir l'exemple de belles entreprises comme ça et puis avec des équipes mobilisées. J'avais une question parce qu'en fait, dans tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses. En fait, vous êtes au cœur du territoire. Vous avez recentré votre activité avec une volonté de revalorisation de filières aussi autour de la filière bois. En fait, il y a énormément de choses qui sont vraiment très ancrées autour de vous. Et moi, j'interviens dans l'accompagnement d'écosystèmes coopératifs territorialisés. Et c'est vrai que dans ce cadre-là,
L'enjeu, c'est de mettre en lien des acteurs, comme vous le faites, après avoir quelles sont les conditions de coopération, et aussi de travailler de manière assez étroite avec les collectivités ou les organisations en local. Alors, ça peut être aussi un marché d'intérêt national, puisque vous parliez tout à l'heure aussi des métiers autour de l'hôtellerie. Donc, il peut y avoir des questions de livraison de légumes. Enfin, voilà, il y a beaucoup, Oui, beaucoup tout à de. fait. Et est-ce que vous êtes en lien aussi justement avec ces acteurs-là sur le territoire pour réfléchir sur ces questions de logistique ou de mise en lien en fait des différents acteurs, ou est-ce qu'à chaque fois vous êtes le lien avec le producteur de bois et puis en lien avec le fabricant? En fait, c'est comment tout le monde se parle en fait. Est-ce que vous êtes au cœur de tout ça ou c'est pas encore le moment Bah, oui, je dirais qu'aujourd'hui, on est plutôt moteur, donc on est plutôt au cœur de tout ça. C'est-à-dire, on va dire, c'est plutôt nous qui essayons d'amorcer certaines choses pour répondre. On est déjà, on est en fort lien avec le territoire médocain, puisqu'on est dans le Médoc. Et donc, ça, on a quand même des actions très locales où on est en partenariat avec le Parc national du Médoc, enfin le PNR Médoc, on est Parc national régional, pardon. PNR Médoc, on est aussi fortement en lien avec différentes associations locales qui sont liées au bois ou pas. À travers le fonds de dotation actionnaire, quand même, il y a des actions, on va dire, d'éducation à tout l'univers bois et écologie, à travers notamment des fresques du climat qu'on délivre. Donc ça, c'est une manière aussi d'aller voir des collectivités, d'aller voir différentes mairies. Donc, à force de faire ça, petit à petit, on agrège de l'info, des envies, des besoins. Le coup d'après, c'est celui dont vous parliez, c'est vraiment dans notre diversification. C'est dans ce côté B2B, c'est d'aller questionner des professionnels qui ne se parlent peut-être pas ou qui ne se disent pas que nous, Adam, fabricants de caisses, on pourrait répondre à un besoin qui n'a rien à voir. Voilà, on part en Normandie la semaine prochaine pour aller questionner des agriculteurs qui ont peut-être des besoins qu'on pourrait répliquer sur notre territoire ici, avec des objets en bois qui seraient au service de leur travail. Donc, je dirais qu'on est plutôt moteur et qu'on va essayer petit à petit d'agréger autour. Mais un peu pour exemple, comme la filière Ré en bois, notre intérêt, c'est qu'on amorce ça. Ce qu'on espère, c'est que dans 5 ans, Ré en bois, ça soit un truc qui tourne au-delà d'Adam. Voilà, donc on n'en est pas encore à ce qu'on aimerait être et ce que vous disiez, mais je pense que quand même, en se bougeant, et c'est la force d'Adam, et c'est la chance qu'on a de travailler tous ensemble, c'est moi, je suis directeur commercial, mais j'ai l'impression de faire 50 métiers différents. Donc, c'est passionnant. On a quand même cette chance et ce luxe de pouvoir se questionner, gratter certains projets, en commencer un autre, arrêter. Enfin, on a vraiment une remise en question qui nous permet de faire plein de choses et qui, petit à petit, crée une espèce de communauté autour sur laquelle on va pouvoir s'appuyer sur l'avenir. Ouais, vous avez un peu le rôle de pivot, c'est intéressant. Oui, je pense quand même aujourd'hui, on est un peu plus pivot, mais on serait ravi qu'à terme, on fasse partie d'un collectif, clairement. Merci du coup pour cette réponse. Je propose de prendre juste une dernière et d'essayer d'y répondre assez vite avant de conclure, mais qui me semble vraiment intéressante de Renaud. Enfin, Renaud, si vous voulez, vous pouvez la poser directement. On l'a évoqué Bonjour, très rapidement au début, mais ça me semble intéressant. est-ce que vous m'entendez? C'est Oui. bon. Parfait. Donc Renaud Beroy, je suis ergonome en santé au travail et sur le volet serviciel, je travaille avec Isabelle de Necoé en région centre et pour une entreprise de santé au travail. Vous aviez évoqué au début de votre témoignage les conditions de travail de vos salariés qui avaient été prises en compte. Est-ce que vous avez eu déjà par quels moyens elles ont été changées ou améliorées? Est-ce que vous avez des retours de leur part ou alors sur le volet ne serait-ce que augmentation de l'engagement, réduction du turnover, sentiment d'appartenance un petit peu exacerbé de leur part? Est-ce que vous pourriez voilà, en parler un petit peu? Oui, alors on va essayer d'être. Enfin, c'est un sujet hyper vaste. Ouais. En fait, en 2015, il y a eu un événement important aussi dans l'histoire d'Adam, c'est que déjà, il y a eu la construction d'une nouvelle usine, enfin de notre nouveau bâtiment actuel, et qui est vraiment au service à la fois de la réalisation de ces beaux produits, mais surtout qui est un bâtiment qui n'est pas du tout celui qui était avant, qui était très vétuste et
avec des conditions de travail qui n'étaient pas optimum. Aujourd'hui, je pense qu'on a un bâtiment qui est, et j'invite tous ceux qui le veulent, on peut organiser une visite, mais c'est vraiment ça, c'est de dire comment on optimise le lieu de travail pour qu'il soit le mieux possible, pour faire des beaux coffrets, mais pour que le salarié ait envie de venir et se sente bien. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais que le lieu soit propre, soit rangé. Donc, on a une méthode 5S qui est mise en place par Hélène. On a de la lumière naturelle. On a un système qu'on appelle, nous, le système POP, qui permet en fait de faire des remontées d'informations journalières, qui permet aux salariés, quand il y a le moindre problème, de remonter l'info et de le résoudre dans les meilleurs délais pour que ça soit pris en compte. Donc, il y a vraiment il y a un côté mécénat de compétences avec le fonds de dotation, c'est-à-dire qu'on propose à nos salariés plusieurs jours par an d'aller travailler rémunérés par Adam, mais pour des associations partenaires du fonds de dotation. Quand on fait une bonne année, on reverse jusqu'à 30% à nos salariés. Donc, il y a vraiment, ça reste le driver. Il y a un baromètre social qui est suivi régulièrement aussi pour savoir où on en est. Ça fait partie aussi, c'est suivi par notre responsable RSE. Bon, j'en oublie sûrement, mais il y a énormément de choses qui sont faites. Après, enfin voilà, on n'est pas les bisounours. C'est le monde industriel, c'est des métiers pas toujours évidents. On est quand même dans un territoire un peu isolé en termes de transport et tout. Donc ça crée, je pense, ça crée un peu de turnover. C'est pas évident. On a plus de facilité, si je caricature, à recruter des cols blancs que des cols bleus, parce que peut-être qu'il y a plus une compréhension du projet Adam, ou voilà, et puis parce que la pénibilité n'est pas la même, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a pour certains une grande fierté d'appartenance à Adam. Sur les 60, évidemment, c'est pas tout le monde. Hein. Enfin, donc, on a quand même du turnover et tout, mais je pense que quand même, globalement, on a une bonne part de l'entreprise qui est ravie de participer à ce projet. Et on a envie, dans notre projet de diversification, de les amener le plus possible avec nous pour que ça ne soit pas une info descendante, mais de vraiment collectivement essayer aussi de mettre le collectif au service du projet. C'est important. Merci pour cette réponse qui nous laisse 5 minutes pour conclure, c'est parfait. Je repartage, Nico? Ouais, je veux bien. Alors du coup, dans votre pionnier, donc en guise de conclusion, on essaie de répondre à un petit Là, on challenge. voit pas ton écran. Alors c'est Seb, C'est normal. tu vas le partager, Seb? J'y suis. Meublé, j'arrive. Donc un petit défi de revenir en quelques mots sur le témoignage de Mathias, du coup, essayer de les raccrocher à des éléments du référentiel des commis de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, c'était un témoignage très riche et super intéressant. Merci encore, Mathias. Quelques éléments que je trouve intéressants à faire ressortir. Il y a déjà une première chose qui est intéressante, c'est la notion de trajectoire. Tu es venu aussi sur la fin où ce référentiel de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, ça permet de questionner, de remettre en question, d'apporter quelques vigilances aussi et des éléments de repère sur des projets. Notamment, tu parlais sur ne pas retomber sur une logique un peu industrielle, linéaire, où on va produire, revendre de manière un peu classique. Et du coup, on se dit, bah, tiens, c'est peut-être une fausse bonne idée d'aller, donc on va revenir un petit peu en arrière. Donc, il y a cette notion-là qui est assez intéressante. On a parlé aussi beaucoup de coopération territoriale, mais à différentes échelles, de coopération déjà en interne, on ne l'a pas trop évoqué, mais cette dimension de ressources immatérielles, de maintenir des emplois, de maintenir des compétences, une santé économique. Et donc ça, c'est plutôt une coopération, on va dire, interne, mais aussi d'essayer de coopérer avec ses clients, avec ce changement de posture, d'être plutôt dans l'accompagnement, révéler de la valeur qui peut être créée, révéler des externalités environnementales aussi pour les accompagner à monter en connaissance et en compétence sur les sujets notamment environnementaux et sur cette ressource en bois.
de coopération aussi avec des filières. On a parlé de la filière laine, de la filière bois, avec un vrai investissement du coup qui est fait dans une parcelle avec une scierie, donc vraiment acteur du territoire. De travailler aussi sur les externalités, notamment environnementales, donc de préserver la ressource en bois, de faire comprendre aussi que c'est une ressource qui est certes renouvelable, mais qui est pour autant aussi fragile, et qu'il faut en prendre soin, et que du coup, avec cette démarche aussi d'éco-conception, d'ACV, bah, ça apporte une brique complémentaire déjà pour éclairer le choix, mais aussi pour légitimer cette posture d'accompagnement avec les clients, qui vient aussi apporter une attention particulière aux usages, de questionner l'usage et d'assumer aussi une certaine posture de poil à gratter, on va dire, de pas dire oui à tout, mais en tout cas d'accompagner vraiment le client et d'aller au-delà du besoin exprimé pour aller sur le besoin réel. Donc voilà, il y a ça qui est assez intéressant. On l'a évoqué aussi, on voit manager par la ressource, mais il y a cette dimension travail qui est aussi très présente chez Adam sur les différentes strates de l'entreprise. On a parlé aussi de rentabilité raisonnée en préparant ce retour d'expérience. Tu avais évoqué que vous faisiez moins de volume, mais pour une rentabilité, en tout cas une marge qui était assez similaire. Donc, tu as parlé de cette notion qui est assez intéressante. Je trouve qu'on en parle assez peu, notamment des industriels, de dire, bah voilà, j'ai pas envie de croître pour croître. Je veux me développer de manière intelligente, qui maintiennent des emplois, qui maintiennent une santé économique, qui permettent de se projeter dans 50 ans. Flexitariens de l'industrie. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, ça peut être un nouveau concept. En tout cas, je trouve ça très, très intéressant d'avoir cette vision à 20, 30, 50 ans, de se dire, voilà, mon enjeu, c'est d'être robuste et d'être durable dans le temps. Voilà un peu pour les éléments qui ressortent. Il y en aurait d'autres à faire ressortir, mais on arrive au bout. Donc, merci encore pour ce témoignage. Merci à vous. Vous pourrez retrouver d'ici à partir d'une semaine, je crois, si je ne me trompe pas, en replay sur les différentes. Oui, tout à fait. Et Merci beaucoup, Mathias. Merci Sébastien, merci Nicolas, et puis à tous ceux que j'ai pas vus. Bonne Et journée, et puis peut-être à bientôt. ouais. Et donc, juste avant de vous dire au revoir et de clôturer, donc sachez donc qu'on se retrouve bien évidemment dès le mois prochain. Alors un peu bouleversé en raison des ponts, mais donc on sera bien le 16 mai avec Unimédia qui nous vient des Pays de la Loire. Donc un nouveau témoignage. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès que les inscriptions sortiront. Et donc, vous voyez, le programme est déjà bien rempli jusqu'à la fin de l'année et vous pouvez retrouver les précédents épisodes en vidéo sur YouTube et en podcast sur Arte Radio. Voilà, et j'en profite également pour vous partager les actus des clubs et des dynamiques EFC avec, donc, comme vous le voyez, une fresque de la transition économique organisée en Occitanie à Toulouse le 7 avril. Côté Centre-Val de Loire, il y a une autre fresque aussi de la transition économique le 5 juin à Orléans. Un webinaire d'introduction à l'EFC le 7 avril 2025 pour côté Terre EFC Île-de-France. Et la journée régionale de l'EFC le 19 juin à Grenoble, côté Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Nicolas aussi pour plus de détails sur cet événement. Et également, certains ont dû déjà le recevoir, un Save the Date pour les universités de l'EFC, notre événement national autour du sujet, qui aura lieu donc à Bordeaux les 20 et 21 novembre 2025. Voilà, donc il y aura plus d'infos là-dessus bientôt, mais on vous prépare ça. En tout cas, merci beaucoup et je vais pouvoir arrêter le partage. On va pouvoir arrêter l'enregistrement et je vous invite à